Alors, dans cette troisième partie de l'analyse du Capital de Karl Marx, on va rentrer vraiment à fond dans le livre, étant donné que les deux premiers audios étaient plus presque à valeur d'introduction pour vous résumer la chose. En général, lorsque vous cherchez des audios sur Karl Marx ou des résumés du livre Le Capital, le plan qui vous est proposé est approximativement le même que celui que je vous ai proposé lors des audios 1 et 2. Donc là, on va rentrer beaucoup plus dans les profondeurs du bouquin et dans les passages qui sont marquants. Voilà. Alors, Marx nous dit que le surtravail a toujours existé et à toutes les époques. La définition du surtravail, on en a déjà parlé dans l'audio 2, mais je fais un petit rappel, c'est la partie de la journée durant laquelle le travailleur ne travaille pas pour se payer, pour pouvoir reproduire sa force de travail le lendemain, donc s'entretenir. C'est la partie de la journée durant laquelle il travaille pour le possesseur des moyens de production. Donc son patron, son propriétaire terrien, si c'est un agriculteur, voilà, ce genre de choses. Et Marx nous dit que ça a toujours existé, que ce propriétaire soit noble athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron normand, maître d'esclaves américain, boyard valoc, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu importe. En fait, à travers l'histoire, ce rapport au surtravail évolue en fonction de la dominante de la dominance de la valeur dans une société donnée. Comme on l'a dit dans l'audio 2, il y a la valeur d'usage et la valeur d'échange. Il y a des sociétés où la valeur d'usage domine. Ça va plutôt être les sociétés traditionnelles, les sociétés primitives. Primitive n'est pas utilisé ici négativement, hein, c'est pas péjoratif. Et en fait, les sociétés où la valeur d'usage domine, on produit pour satisfaire ses propres besoins et on a donc un rapport au travail qui est purement lié à ses besoins. Il n'y a pas besoin de surtravail, du moins il y en a besoin de manière très marginale. C'est pas le surtravail ne représente pas la majorité de la journée de travail comme ça peut être le cas aujourd'hui, on le verra plus tard. Et il y a des sociétés où la valeur d'échange domine. Et dans la société capitaliste, la valeur d'échange domine bien évidemment, c'est-à-dire qu'on produit des choses non pas pour ses besoins propres et réels, on produit des choses, des marchandises, pour pouvoir les échanger en perspective d'un échange. Voilà, on les produit pour pouvoir les vendre et pas du tout pour satisfaire ses propres besoins. Forcément, c'est une société où on produit beaucoup plus, où le surtravail est bien plus dominant que dans une société où la valeur d'usage domine. Et ça crée le règne de la plus-value et du surtravail. Ça crée fatalement une matérialisation de l'homme comme moyen de production. C'est très très éloquent d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle dans les entreprises par exemple de ressources humaines. Voilà, c'est-à-dire que l'homme n'est plus un homme, il est un moyen de produire. Il est matérialisé et on sort de cette manière fatalement d'un certain humanisme et d'une vision du monde et de la société qui est humaine, où les gens sont indépendants. On aura l'occasion d'y revenir à la fin de l'audio, puisque le dernier chapitre, je vous parlerai de la division manufacturière du travail et de la division sociale du travail, qui sont deux visions très différentes. Donc, en sortant de l'humanisme, on entre fatalement dans le tribalisme. Et en fait, c'est très logique, puisque on finit aujourd'hui par avoir des sociétés de classe, et même des gens, par exemple des banquiers ou autres, qui souhaitent, ou tout simplement un chef d'entreprise, qui va souhaiter s'enrichir, on va dire, sur le dos de ses salariés, bien que ce soit une formule un peu marxiste, mais c'est pour bien comprendre, sur le dos de ses salariés pour le bien de sa famille. Fatalement, le capitalisme amène à un tribalisme familial, à des plus petites sociétés, à des sociétés de clans, et on sort
On sort des logiques plus globales, plus nationales, d'où le dépérissement actuel des trois quarts des nations. En premier lieu, la France. Rares sont les Français qui se considèrent comme des Français et qui se considèrent comme faisant partie d'un être collectif euh, qui comprend la totalité des Français. C'est plutôt le règne de l'individualisme, ça c'est clair, et le tribalisme, c'est-à-dire oui, le règne de la famille, de sa famille. On se bat pour sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Mais cependant, ce que Marx nous dit ici, c'est que dans un système autre que capitaliste, ce n'est pas forcément cette disposition d'esprit que l'on a par rapport au monde. Pour illustrer la différence entre la valeur d'usage ou la valeur d'échange qui domine dans une société, Marx nous prend un exemple, alors certes peu reluisant, mais du coup particulièrement éloquent, qui est l'esclavage aux États-Unis. Donc je vous cite, la citation est très facile à suivre. Tant que la production dans les États du Sud de l'Union américaine était dirigée principalement vers la satisfaction des besoins immédiats, donc là on est dans la valeur d'usage, le travail des nègres présentait un caractère modéré et patriarcal. Mais, à mesure que l'exportation du coton devint l'intérêt vital de ces États, donc là on est dans la production en vue de l'échange, valeur d'échange, et non plus valeur d'usage, que l'exportation du coton devint l'intérêt vital de ces États, le nègre fut surmené et la consommation de sa vie en 7 années de travail devint intégrante d'un système froidement calculé. Tribalisme. Il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles, il s'agissait de la production de la plus-value elle-même. Donc là, on est vraiment dans la matérialisation, dans la chosification de l'homme, qui est une ressource humaine. L'esclave était une ressource humaine, c'est-à-dire que c'était simplement un outil qui vous permettait d'obtenir à la fin une certaine somme d'argent. Quand l'esclave était utilisé à des valeurs d'usage, on l'a bien compris, c'était certes l'esclavage, donc c'était pas quelque chose de reluisant, mais ça avait un caractère totalement différent. Voilà, de toute manière, le sujet, c'est pas l'esclavage, c'est la valeur d'usage et la valeur d'échange. Je pense que c'est assez éloquent, j'espère que ça vous parle. Une fois qu'on a dit ça, on peut donc détailler la prise de pouvoir, la prise de possession du travail par le capitalisme, qui crée un rapport donc de chosification à l'homme. Les moyens de production, c'est-à-dire les machines, etc., passent en fait du statut d'outil, donc qui servait le travailleur, au statut de moyen d'absorption du travail d'autrui. C'est-à-dire que ce n'est plus le travailleur qui les emploie, qui emploie les outils ou les machines, mais ce sont au contraire eux qui emploient le travailleur. C'est-à-dire que le travailleur devient le pétrole, le ferment, comme dit Marx, des moyens de production. Et à ce moment-là, en fait, on arrive dans une époque, ça c'est un peu l'argument historique de Marx, on arrive à une époque où les investissements sur les machines sont énormes, et une machine qui dort toute la nuit, c'est une perte d'argent pour un capitaliste. Dans un calcul froid de rentabilité, c'est effectivement une perte d'argent, et c'est là où les législations des pays qui passent au capitalisme évoluent, et qu'on voit apparaître le travail de nuit des hommes et des femmes et des enfants, et qu'on voit commencer à apparaître le statut social différent des enfants, avec des enfants attachés à des machines et qui bossent à peu près 18 à 19 heures par jour, quoi. C'est des conditions totalement inhumaines. Voilà. Si on tente de faire une analyse historique jusqu'à aujourd'hui de ce phénomène de prise de possession du travail par le capitalisme, on voit donc que à l'époque de la création des manufactures et donc des débuts du grand capital, les conditions de travail pour les ouvriers étaient très 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 dures. Et on a eu à travers l'histoire, que ça soit, enfin, particulièrement, on va prendre l'exemple de la France, hein, de ce qui nous concerne, il y a eu de grandes révolutions, de grandes révoltes, de grandes organisations syndicales qui luttaient pour que les ouvriers, les travailleurs aient une vie plus normale et qu'ils ne soient plus simplement considérés comme un carburant du capital, mais que l'on revienne à une dimension plus sociale,
plus humaine du travail. Et il y a eu donc un certain nombre d'acquis sociaux, particulièrement le travail de nuit. Voilà, un exemple qui me vient, c'est le travail de nuit des femmes. Les femmes, de par leur statut euh, historique, culturel et sans doute biologique, étaient épargnées par le grand capital grâce au fait que les travailleurs hommes les protégeaient, hein, on va dire ça comme ça, bien qu'il n'y avait pas du tout cette espèce d'hystérie autour des rapports hommes-femmes qu'on peut avoir aujourd'hui à cause du féminisme. Et le travail de nuit des femmes, aujourd'hui, j'ai vu ça récemment, hein, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, a été rétabli. On voit donc qu'en fait le capital, d'ailleurs c'est la définition qu'en donne Marx, hein, la nature du capital c'est de toujours plus accumuler, que ça soit du coup de la valeur pécuniaire ou que ce soit de la ressource humaine. Ici, quand on voit qu'il y a un rétablissement du travail de nuit des femmes, on peut se poser la question du progrès social que cela apporte et surtout se dire que c'est un retour en arrière. On a eu des grandes luttes des travailleurs et des Français qui ont pu canaliser un petit peu l'action destructrice et l'action de chosification de l'homme. Et aujourd'hui, en fait, la culture historique et analytique en France s'est tellement effondrée qu'on considère ça comme normal. Bah oui, il faut travailler, donc le travail de nuit des femmes, c'est normal à la limite. Si elles veulent gagner plus, voilà, les acquis sociaux français obtenus par de grandes luttes, ça c'est totalement bafoué, mais on s'en fiche complètement parce qu'on ne réalise plus que tout ça, finalement, ça amène le plus grand profit aux détenteurs des capitaux. Ça les amène à pouvoir encore plus s'enrichir et surtout encore plus à chosifier l'homme, ce qui est philosophiquement la partie la plus dérangeante de la marche en avant du capitalisme. Alors comme il y a 2 3 personnes qui m'ont reproché mes transpositions de Marx vers le présent et mon analyse qui va avec en me disant il faut nous laisser faire notre opinion ou je sais pas quoi. Je vais leur citer une petite phrase de Confucius sur laquelle ils pourront méditer. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Voilà ce que ça donne quand on a un ego monstrueux, qu'on croit qu'on peut réfléchir sans livre ni avis des autres. Et voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alors pour revenir au sujet, on a, une fois que le capitalisme prend possession du travail et des moyens de production, on a un développement de ces mêmes moyens de production qui est exceptionnel, puisqu'évidemment les capitaux se concentrant et étant de plus en plus importants, permettent de développer des moyens de production qui deviennent chaque année de plus en plus performants. Et on a donc en fait une augmentation perpétuelle de la plus-value qui va servir à payer le possesseur des moyens de production, puisque de par l'amélioration de ces moyens et de par l'amélioration des techniques des travailleurs, on produit de plus en plus et de mieux en mieux. Ce qui se passe, c'est que dans une société, ce que critique Marx, c'est que dans une société, on va dire, saine et normale selon lui, où la valeur d'usage est sans doute plus dominante, si on produit beaucoup plus, avec le même temps de travail qu'il nous a fallu 10 ans plus tôt, à l'époque où les moyens de production étaient moins perfectionnés, logiquement, on devrait moins travailler. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que plus les moyens de production sont développés, plus les travailleurs sont réquisitionnés. Karl Marx donne d'ailleurs de nombreux exemples de législations anglaises et de textes de possesseurs de capitaux qui militent au Parlement pour justement rallonger la durée de travail alors que les développements des moyens de production s'intensifient. C'est pas très humaniste, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ça pose presque un problème de logique, tant le capitalisme est justement un... On voit bien que les moyens de production mis au service du capitalisme, excusez-moi, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a jamais assez. Il faut toujours plus travailler, plus produire, plus vendre. C'est la croissance perpétuelle. Et
avec ça, il y a également la fusion des forces et son efficacité. Autrefois, les gens travaillaient plutôt à leur compte avant l'ère capitaliste, et en tout cas, il n'y avait pas de grandes entreprises, de grandes manufactures comme il y a eu ensuite. Et ce que Marx nous explique, c'est que un ouvrier qui va travailler 12 jours de suite aura une rentabilité bien moins importante que 12 ouvriers qui vont travailler ensemble pendant une journée. Et donc ça, c'est pareil. En fait, en agglomérant les forces, on produit de plus en plus et de mieux en mieux, et donc on devrait travailler de moins en moins. Mais on voit qu'en fait, le capitalisme est un ogre qui ne s'arrête jamais de consommer du matériel humain et qui nous pousse à toujours plus travailler. Je crois que j'avais développé ça dans le point 2. On n'a jamais autant travaillé qu'aujourd'hui par rapport au fait justement que les moyens de production actuels soient exceptionnels. C'est-à-dire que nous, avant on travaillait peut-être 18 heures par jour, au balbutiement du capitalisme, mais aujourd'hui on en travaille 8, mais on a une efficacité qui est peut-être fois 20 ou fois 30 ce qu'il y avait à une certaine époque. Donc ça pose encore une fois des questions profondes. C'est pas qu'une présentation du livre, hein, Marx, c'est pas que de l'analyse du capitalisme, c'est aussi de l'ontologie et de la philosophie de qu'est-ce que ça nous dit du monde dans lequel on vit. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer au dernier chapitre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la différence entre la division manufacturière du travail et la division sociale du travail. Alors je vais vous donner la définition que Marx donne. La division manufacturière du travail suppose une concentration des moyens de production dans la main d'un capitaliste. La division sociale du travail suppose leur dissémination entre un grand nombre de producteurs marchands indépendants les uns des autres. D'ailleurs, cette phrase est intéressante puisque elle remet en question totalement l'idéologie marxiste, justement, qui consiste avec comme objectif final pour renverser le capitalisme, la dictature du prolétariat. Là, au final, finalement, Karl Marx nous dit l'inverse. Il nous dit que la division sociale du travail, c'est quand on a une société avec un grand nombre de travailleurs indépendants qui sont justement indépendants, propriétaires de leurs moyens de production et qui fatalement vont avoir une tendance à la valeur d'usage beaucoup plus qu'à la valeur d'échange. Et c'est intéressant de voir justement cette différence entre la division manufacturière du travail et la division sociale du travail. La division manufacturière, c'est vraiment le capitalisme dans son essence, c'est-à-dire qu'il se concentre, il ne cesse de se concentrer en permanence et qu'il crée des systèmes et des sociétés qui sont de plus en plus complexes et énormes. On peut penser aux banques, hein, par exemple, hein, qui représentent des centaines, des milliers de gens qui travaillent dans une même entreprise et qui sont donc tous des employés. En fait, quel est le problème de ça au-delà de l'analyse purement matérialiste que l'on vient de faire, c'est qu'il y a une analyse politique derrière. Quand on est un employé, il faut le dire, ça fâche, hein, mais c'est la réalité, on est infantilisé fondamentalement quand on est salarié. L'indépendance, c'est la vraie vie d'adulte. Et d'ailleurs, c'est la vraie conscience politique. Quand on est salarié, on est dépendant de quelqu'un. On ne sait pas ce que c'est que de calculer ses coûts de production, de batailler pour être rentable et d'arriver à l'être justement et ensuite à faire vivre sa famille. Et c'est là où on voit toute la perversité du capitalisme. C'est que par exemple en France aujourd'hui on est dans une société où il y a 90% des gens qui sont employés. En fait ça crée une société où il y a 90% des gens qui sont des enfants politiquement. C'est là où d'ailleurs on a un certain nombre de réponses par rapport aux événements politiques qui se passent, hein. On a une société d'enfants, de gens qui sont infantilisés, qui ne sont pas indépendants et qui donc n'ont pas de conscience réelle des choses. Ils ne sont que dans le travail parcellaire et donc dans la conscience économico-politique parcellaire également. C'est d'ailleurs un vrai sujet de réflexion qui est à mener
que l'on doit tous mener, de se dire quelle est la perspective de notre vie. Est-ce qu'on va être employé toute sa vie? Est-ce qu'on veut viser l'indépendance? Est-ce qu'on veut essayer de maîtriser un métier afin de pouvoir l'utiliser comme vecteur d'entreprise? Voilà, ça c'est des questions sur lesquelles je vous laisse. Je vous invite à continuer en tout cas à regarder sur la chaîne quand est-ce que je vais publier des vidéos parce que là, selon moi, on rentre vraiment dans la partie extrêmement intéressante de Marx. J'étais un peu fatigué, donc j'espère que l'audio va être correct quand même. Les prochaines fois, je serai plus en forme, je vous promets. Mais, euh, mais voilà, prochainement, ça va être très très bien. Il y aura moins de 10 épisodes en tout, j'en suis sûr maintenant, puisque j'ai terminé la majeure partie du travail préliminaire. Et, euh, et donc voilà, ça va être très très intéressant. Voilà, je vous laisse. Au revoir.